Salut, bienvenue sur Elle se raconte. Le grand public découvre vraiment mon invitée en 2010 alors qu'elle vient de démissionner du Social Democratic Front, le SDF, le premier parti d'opposition au Cameroun, et qu'elle sillonne les rues du pays pour convaincre les Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Et pour cause, elle sera candidate à l'élection présidentielle de 2011. Femme politique, chef d'entreprise et leader d'association, Edith Kabang-Wala, puisqu'il s'agit d'elle, a été classée par la Banque mondiale parmi les 7 femmes chefs d'entreprise en Afrique qui œuvrent pour la réforme de l'environnement des affaires sur le continent. Reconnue en 2011 et 2012 par les magazines Newsweek et Daily Beast comme l'une des 150 femmes qui font bouger le monde, elle est aussi classée en 2012 par New African parmi les 100 Africains les plus importants. Bout des femmes à l'énergie débordante et aux idées novatrices pour sortir le Cameroun du sous-développement, Edith Kawala est mon invitée et avec elle, on parlera beaucoup de politique dans ce Elle se raconte. Merci Madame Kawala d'avoir accepté de vous raconter sur Vox Africa aujourd'hui. Merci, c'est un plaisir. Alors, pourquoi est-ce qu'on vous appelle Kawala et non Kabang-Wala? Est-ce que le choix est de vous? Je dirais oui et non. Il faut savoir que dans le Balignonga, d'où vient ce nom et une partie de moi-même, le K, en fait, est un préfixe. Donc, si vous allez dans mon village, si vous dites K, un tiers des femmes vont se lever. Maintenant, moi, je suis Kabang, j'ai des cousines qui sont Kasama, Kado, voilà. Donc, et on a tendance à appeler les K, voilà, tout court. Alors, des espaces comme ceci pour permettre aux femmes de se raconter, de raconter leur parcours, afin d'être comme des repères pour des autres, pour des jeunes femmes ou pour des autres femmes, comme des sources d'inspiration. Est-ce que vous trouvez que c'est nécessaire? Absolument. Absolument. Les jeunes femmes, et même les moins jeunes femmes, nous recevons tellement d'informations sur nous-mêmes, venant des personnes qui ne sont pas nous-mêmes. Donc, on est tellement défini par la société, on est tellement défini par les médias, on est tellement défini par autres. Et on a besoin de se parler entre femmes. On a besoin d'avoir des espaces de discussion et d'échange. Et je tends à dire aujourd'hui que les femmes restent la minorité transversale dans ce monde parce que on peut se sentir que les Noirs, il y a discrimination, mais quand on est femme et noire, c'est encore un autre niveau de discrimination. On peut dire qu'il y a discrimination contre les personnes handicapées, mais quand on est femme et handicapée, c'est encore un autre niveau. Donc voilà, donc on a besoin, moi personnellement, je suis invitée un peu partout dans le monde pour discuter avec les jeunes femmes, pour discuter avec d'autres femmes. Et c'est un échange. C'est pas une personne qui donne. Voilà, c'est pas une personne qui donne. Parce que souvent, vous avez des jeunes femmes de 20 ans qui sont tellement épanouies, ouvertes d'esprit, développées dans leur personne et personnalité, que vous apprenez aussi d'elles. Alors, cette émission est enregistrée en pleine crise dans les zones anglophones du Cameroun, les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Et vous venez de ces deux régions-là, avec votre papa et à travers votre papa et votre maman. Est-ce qu'au Cameroun, aujourd'hui, il y a une question anglophone? Absolument. Et ce n'est pas aujourd'hui. Il y a toujours eu une question anglophone pour le Cameroun qui n'a pas été résolu depuis le moment. Mais quel est le principal point d'achoppement? Qu'est-ce qui pose problème? On s'est mis ensemble sur certaines bases. On a dit on va être une nation bilingue, biculturelle et bijuridique. On l'a déclaré. Après ça, on n'a pas fait le travail. On n'a pas fait le travail de conception. Ça veut dire quoi? Appliquer le common law et le droit civique dans un même pays.
quelles sont les implications de ça? Donc, on va certainement revenir sur ce sujet, voilà, puisque le Cameroun People's Party, le parti que vous dirigez, a pris une position claire sur la question, s'est déjà exprimé là-dessus. Mais avant, on va permettre à nos téléspectateurs de mieux cerner la femme que vous êtes. Mesdames et messieurs, tout de suite, c'est le portrait. Un bout de femme à l'énergie débordante. C'est ainsi que l'on peut décrire Edith Kabanwala de son nom complet lorsqu'on sort d'une conversation avec elle. Les Camerounais la découvrent à l'œuvre en 2010 alors qu'elle multiplie les descentes sur le terrain pour encourager les inscriptions sur les listes électorales en vue de la présidentielle l'année suivante. Ses concitoyens se forgent une idée précise de celle qu'on appelle communément Kawala au cours de la présidentielle de 2011 justement. Première candidature féminine validée à une élection présidentielle au Cameroun, ces meetings sont à eux tout seuls une vraie curiosité. Elles fustigent le désintérêt des Camerounais pour la cause politique et appellent à la mobilisation pour le changement tant espéré. Elle adoptera Time is Now comme thème de campagne, entendez par là, il est l'heure. Elle n'est pas de ces politiciens qui disparaissent hors échéance électorale. Kawala est de toutes les revendications, quitte à braver les interdictions à manifester qui se terminent souvent par des échafaudés avec la police. Malgré une jovialité apparente, elle est d'une fermeté imparable dans ses prises de position. Fille de Salomon Wala qui fut avant sa mort directeur de cabinet de John Goufoncha et de Salomon Tandemuna, Kawala naît et grandit dans le militantisme. Sa maman, Grace Ebako Wala, milite pour la défense des droits de femmes. Edith Kawala voit le jour le 28 février 1965 à Ibadan au Nigeria. Ses études, elle les fera tour à tour à l'école américaine de Yaoundé, à Bouaké en Côte d'Ivoire et à l'université Howard à Washington aux États-Unis où elle obtient une licence en zoologie en 1986 et plus tard un MBA en administration des affaires. 1989, elle décide de rentrer au Cameroun. Elle va travailler 4 ans durant pour un cabinet spécialisé en leadership et management jusqu'à y occuper le poste de directeur général. À l'âge de 30 ans, Kawala lance Stratégie, un cabinet spécialisé en leadership et management qu'elle dirige jusqu'à ce jour. Une occupation qu'elle cumule avec celle de présidente du CPP, le Cameroun People's Party, sous la bannière duquel elle s'est présentée en 2011. Les Camerounais découvrent alors ce bout de femme très africaine de par ses tenues et décalée avec ses dreadlocks toujours bien emballés dans le foulard. Co-auteur du discours de campagne du candidat John Fundi à la palpitante présidentielle de 1992, la fondatrice de Cameroun Obosso refuse que l'on s'attarde sur sa qualité de femme et estime être la meilleure tout court. Déjà distinguée plusieurs fois, Kawala ne s'exprime que très peu sur sa vie privée. Tout ce qu'on sait d'elle, c'est qu'elle est célibataire, sans enfant. Cette situation, couplée à son look, fait dire à certains qu'elle ne peut pas diriger tout un pays. Et elle, qu'en pense-t-elle? Vous le saurez au cours de cet entretien. Alors Edith Kawala, votre CV est long comme 2 bras. Il a bien fallu choisir ce qu'il fallait mettre dans le portrait. J'ai envie de demander où est-ce que vous puisez toute cette énergie? Vous savez, tout à l'heure, vous m'avez demandé le nom K. Donc, je vous ai dit que c'est un nom assez répandu, mais c'est aussi un nom d'extrême puissance. Chez nous, c'est la combinaison du pouvoir et de l'amour d'une femme qui se caractérise par la grande-mère. Donc, ça c'est clair maintenant. Voilà, maintenant, donc quand on vous donne de ce nom, et moi j'ai eu une chance extraordinaire d'avoir 2 grandes-mères formidables. Ce sont mes premiers modèles de leadership féminin, et une qui était Balinyonga, très très fière de l'être. Je crois qu'elle pensait que Balinyonga, c'est le centre du monde. Hein. Elle est dans sa conception du monde. Elle me rappelait mon nom. Donc, quand je jouais avec les autres enfants, si entre enfants, on se chamaille, elle m'appelait. Et elle me dit, toi, tu es K. Tu ne peux pas bagarrer avec les autres. C'est toi qui arranges les autres avec ce qu'il y a à faire. Si je voulais quelque chose qui appartient à un autre enfant, elle me dit non. Toi, tu partages, tu t'assures de l'équité.
Donc, juste le Les nom, responsabilités, elle vous les a données très tôt. Très tôt. Et justement, parlant de ça, quel genre d'enfant est-ce que vous étiez? Est-ce que vous étiez plutôt calme, turbulente, à l'écoute? Alors, difficile. J'étais studieuse. Ça rendait mes parents très heureux. Il ne fallait pas me rappeler pour aller vers mes cahiers. Mon frère et moi, on parlait encore. Il dit, je ne comprenais jamais ce que tu faisais tout le temps avec un livre dans la main. Mais de l'autre côté, têtu. J'ai toujours été très... Mes parents nous ont transmis des principes. Et quand vous faites ça à vos enfants, faites attention parce qu'ils vous écoutent. Et dès que vous-même, le parent, vous ne respectez pas le principe, eh bien l'enfant vous le rappelle. Et moi, j'étais ce type d'enfant-là qui rappelait à mes parents que non, vous avez dit que c'est comme ça qu'il faut faire. C'est à votre tour de respecter votre parent. Et voilà, maintenant, je vois dans votre comportement que vous n'êtes pas en train de... Dans le portrait, on constate que vous avez fait des écoles américaines. Le choix des écoles, c'était les parents, mais pourquoi ? Alors, mon père était très avant-gardiste dans sa conception des choses. Nous avons grandi à Yaoundé. Il m'a mis dans l'école américaine. Il a mis mon frère à l'école du centre, donc le système francophone, et ma sœur dans le système anglais, le PNU. Donc, on était dans ces trois écoles et je crois qu'on était un peu ses cobayes. Ils regardaient là. Mais on a tous fini dans le système américain. Il a estimé que l'éducation américaine, tel qu'il était, c'était à Yaoundé, hein, tel qu'il était dispensé dans l'école américaine à Yaoundé, était la meilleure. D'accord. Alors, parlant de papa, Salomon Wala, il a été directeur du cabinet de John Goufoncha et Salomon Tandemouna. Oui. Et la maman, de son côté, était militant de défense des droits des femmes déjà à l'époque. À la maison, est-ce qu'on parlait de politique? Est-ce que vous aviez pris conscience, vous, en tant qu'enfant, que c'était un sujet important ou bien ça restait des affaires de parents? Alors, mes parents étaient très intéressants dans cette mesure-là, très politiques, très militants même, je dirais, et très non partisans. C'est-à-dire que c'était l'époque de l'UNC, hein, et je crois que presque dans toutes les maisons, il y avait l'uniforme du parti. C'était un parti unique, donc il y avait l'uniforme du parti, il y avait des cartes. Et moi, je suis certaine que mes parents avaient une carte du parti quelque part, parce que surtout aux fonctionnaires, on n'avait pas l'option à l'époque, mais je ne les ai jamais vus dans l'uniforme, je ne les ai jamais vus aller à une réunion. Mais on parlait politique. Chez nous, quand le journal, alors c'était l'époque du journal de 13h, journal de 19h, quand le journal passait, c'était soit pendant ou juste après la table. Et puis, après ça, il fallait discuter, avoir des opinions. Mon père disait, non, mais qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit, de ce que vous avez écouté? Et on avait des devoirs liés au journal, quoi. Quand on n'arrivait pas à nous exprimer, il dit, ah, ça veut dire que vous ne savez pas. Si on était en train de parler, je ne sais pas quoi, de l'Arabie Saoudite, il dit, ah, donc vous ne savez pas ce que c'est. Allez, vous allez, pour demain, vous allez me dire où ça se trouve, quelques caractéristiques, etc. Et dans votre parcours, on se rend compte que à l'université aux États-Unis, vous osez, j'ai envie de dire, faire une licence en zoologie. C'est quoi le choix? C'était quoi l'objectif? Alors, moi, je suis de la génération où on rigole souvent en disant que les parents africains avaient 4-5 métiers qu'ils comprenaient. Il fallait être médecin, avocat, docteur, ingénieur. Donc, pour eux, il n'y avait pas beaucoup de latitude. Et pour mes parents, j'étais une très bonne élève. Côté école, ça allait très, très bien. Donc, ils ont d'abord choisi les sciences pour moi parce qu'ils pensaient que si tu es suffisamment intelligent pour faire les sciences, il faut les faire. Et puis ensuite, ils ont décidé qu'il faut faire médecine. Et étant dans le système américain, il faut toujours faire une licence d'abord dans les sciences. Et j'ai fait zoologie.
Mais j'ai viré après. J'ai finalement eu le courage de faire mes choix et non pas les choix de mes parents. Et c'est comme ça que je vire vers le Business Administration. Alors, on en sait désormais plus sur votre parcours, Edith Kawala. On va marquer le deuxième arrêt de cette émission parce qu'on vous a suivi en une journée et on va permettre aux téléspectateurs de voir un peu à quoi ressemblent vos journées. Alors, chers téléspectateurs, tout de suite, c'est Inside. Bonjour, Madame K. Bonjour, Madame Payet. Merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Merci. Alors là, vous êtes déjà prête? Il est à peine 8 h, vous êtes en train de sortir. Est-ce que d'habitude c'est comme ça? D'habitude c'est comme ça, entre 8 h et 8h30. Qu'est-ce que vous faites le matin par exemple, dès que vous vous réveillez, tu dis? Bon, dès que je me réveille, je suis quelqu'un qui aime plus la soirée que le matin. Donc je prends un peu mon temps pour sortir du lit. C'est généralement dans le véhicule que vous profitez pour passer vos coups de vie. Oui, il y a le calme, il y a le... Et puis, je suis quelqu'un de très impatiente. Donc, si je dois rester sans rien faire, ça me... Donc, j'ai tendance à toujours utiliser mes temps d'attente. Est-ce que vous gérez votre présence médiatique? Est-ce que vous avez un calendrier, une période où vous dites là j'accepte les invitations, une autre où vous dites non, là je ne veux pas? Comment est-ce que vous gérez? Ou bien vous les acceptez au fur et à mesure qu'elles arrivent? Il y a vraiment des périodes un peu d'arrêt. Donc on peut remarquer par exemple les mois généralement le mois d'août. En ce qui concerne toute notre activité, on essaye d'aller au ralenti, permettre aux uns et aux autres de se reposer un peu. Nous gérons notre communication d'abord, quand nous-mêmes on a des thématiques, on décide. Nous on planifie notre calendrier en début d'année. Donc en début d'année, on décide déjà que tel mois, voilà, à cause de tel type d'événement qui devrait avoir lieu, on va être en train de communiquer sur ça. En fonction de nos objectifs politiques, on veut atteindre tel objectif et donc on va communiquer comme ça. Mais il y a aussi l'actualité politique. Je crois que c'est ça qui demande le plus de gestion. Parce que comme la politique concerne tout dans la vie, ça fait qu'on est beaucoup interpellé. Pour vous, Kawala, quelles sont les chances de la démocratie aujourd'hui en Afrique centrale? Oh, la démocratie en Afrique centrale va s'imposer. Ça, c'est clair. Le peuple, les citoyens veulent la démocratie. Et aucun dictateur n'a jamais pu résister à la volonté du peuple. L'Afrique centrale, c'est le dernier bastion des dictateurs, le dernier bastion de ceux qui veulent modifier les règles pour des individus. Là, on va au marché Sandaga. Est-ce qu'il vous arrive de faire ce genre de descentes dans les lieux populaires? Oui, j'aime beaucoup les descentes dans les lieux populaires. Je crois que c'est très important de garder les pieds sur terre. Au Cameroun, nous avons beaucoup de ressources. Oui. Nous avons beaucoup de trucs que nous pouvons développer chez nous pour être mieux, pour être meilleurs. Nous ne devons pas laisser des gens partir de chez eux pour venir ici, commander nos pauvres mamans dans des marchés. Commander tout notre pays parce que nous avons besoin des gens comme vous devant notre nation pour pouvoir... Je vais vous laisser. Merci beaucoup. Ça me fait toujours chaud au cœur quand je viens à Sandaga.
Comment vous allez? Ok, ça fait longtemps. Bonjour aussi. Hein? On ne s'est pas salué ce matin. Bonjour. Cameroun Obosso, c'est un mouvement citoyen. C'est une association que nous avons créée en 2008. C'est une association qui accompagne les Camerounais dans la défense, la promotion de leurs intérêts économiques, sociaux, politiques. C'est une association qui accompagne différents groupes, des commerçants, des personnes handicapées, des déguerpis. Je suis chef d'entreprise depuis 21 ans. L'entreprise est bien sûr mon premier bébé et vous savez comment est le premier enfant, toujours très chéri. Toutefois, aujourd'hui, je pense que le problème camerounais, le problème africain est un problème politique et un problème de citoyen, de la relation entre le citoyen et ceux qui lui gouvernent. Et voilà alors ma priorité. Alors Kawala, vos journées ressemblent toujours à celle-ci. C'est le marathon. C'est vrai, vous avez dit que vous profitez un peu du matin. Oui. Mais après ça, c'est parti comme ça jusqu'au coucher? Généralement, oui. Les activités peuvent varier, mais l'intensité a tendance à être celle-là. Alors, entre la casquette de présidente du CPP, de directrice générale de stratégie, membre du conseil d'administration de Cameroun Obosso, comment vous organisez votre emploi de temps? Quel est le secret? Alors, j'ai deux secrets. La première, c'est la planification. Je suis une... comment je dis? La planification, pour moi, c'est pratiquement la religion. Il faut planifier, planifier, planifier. Et mon emploi du temps, je le tiens électroniquement. J'ai un assistant qui m'aide à le tenir. Il s'ajuste tout le temps, hein, mais le fait d'avoir planifié... Déjà, une ossature voilà, vous permet après... Donc ça, c'est très, très important pour moi. Et le deuxième secret, c'est les équipes. Déléguer au maximum. Stratégie à son équipe, CPP à son équipe, Cameroun Obosso à son équipe. J'ai même une quatrième casquette parce que je gère le patrimoine de monsieur et madame Wala. Et là aussi, j'ai une équipe professionnelle. Il y a quelqu'un qui est payé pour m'aider à gérer, à suivre. Toutes ces équipes-là planifient. Toutes doivent faire leur programme en avance. Et toutes ont la responsabilité de me disciplier, moi, pour que je suis la planification. De manière à suivre voilà, tout la ce que vous avez planification telle qu'elle a été faite. Que prévu. Alors, on va parler un peu de on va revenir sur votre parcours scolaire pour signaler qu'après votre MBA en administration des affaires, vous revenez au Cameroun à la fin des années 80. Quelle est votre principale motivation à ce moment-là, puisqu'on a tendance à rester là où on est? Oui. Je crois que je fais partie de la dernière génération qui revenait. Hein, je fais partie de la dernière génération. D'ailleurs, dans ma propre famille, je reviens et puis ceux qui me suivent, mon frère et ma soeur, ne reviennent pas. Donc, voilà, vous avez... Donc, c'était vraiment le dernier groupe qui revenait. Le Cameroun nous semblait encore... un pays d'opportunités, un pays où on pouvait se faire sa vie. Au point où vous créez votre première entreprise à 23 ans, dès que vous débarquez, c'est bien ça? 23 ans, vous créez avant. Voilà, 23 ans, en fait, la première entreprise, c'est quand je suis encore étudiante. Donc, j'ai le fibre... vous avez déjà cette entrepreneuriale. Exactement. Voilà, un fibre très camerounais d'ailleurs. Tous les Camerounais veulent être chef d'entreprise. Et Wally Brume. Voilà, Wally Boumé. Boumé, ça se prononce comme ça. Voilà, Wally Boumé. D'accord. Qui fait des affaires entre l'Afrique et les États-Unis. Mettre en contact les entreprises des deux côtés. Voilà. Donc j'ai déjà cette fibre-là. Quand je rentre au Cameroun, je travaille quand même. Une des choses qui me fait rester, c'est que quelqu'un m'offre du travail. Bikanda Conseil? Est-ce que c'est là-bas? C'est pas Bikanda Conseil, c'était une toute petite entreprise, une imprimerie. Le monsieur travaillait de chez lui.
Et un jour, c'était un ami à ma mère, et un jour, parce que j'étais là en fait pour les congés, pas trop sûre si j'allais rester ou pas. Un jour, il me voit sur l'ordinateur, il dit, mais c'est formidable, j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi rapide. Est-ce que vous pouvez, moi je vous offre un emploi. Et malgré le fait que c'était une toute petite entreprise, le salaire n'était pas mal. C'était suffisamment tentant pour rester. Et puis il y avait ma mère qui voulait que je reste. Ensuite, vous passez 8 ans chez Bikanda pour après créer Stratégie, qui aujourd'hui fait 75% de son chiffre d'affaires de l'étranger. Oui. Est-ce que ce n'est pas la raison pour laquelle on vous tente un peu d'être la candidate de l'étranger? C'était par exemple le cas en 2011, quand vous étiez candidate à l'élection présidentielle. Oui, ce qui est clair, c'est qu'avec une entreprise qui fait entre 75% et 100%, il y a des années où on fait presque la totalité à l'étranger, ça veut dire que je suis beaucoup dans les avions. Et quand les gens me voient dans les avions, comme nous avons cultivé la culture de la suspicion au Cameroun, on se dit, mais elle part pour faire quoi, etc. Alors, si quelqu'un vérifie, il va se rendre compte que ce rythme de voyage-là, c'est bien avant ma carrière politique. En fait, on se fait 10 ans Stratégie, une réputation sur le Cameroun. C'est le marché national qui nous a permis de nous positionner. Et de pouvoir à un moment donné, voilà, à un moment donné, on se rend compte qu'on est compétitif à l'international et l'international est plus intéressant, plus rentable. Parlons un peu de votre vie politique, puisque vous l'avez abordé dans la question précédente. Vous soutenez le SDF, le Social Democratic Front, la première force politique d'opposition au Cameroun depuis bien des années maintenant, depuis 1986. Entre 1993 et 2007, mais vous n'êtes pas militante à plein temps. Vous n'adhérez qu'en 2007. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie cette durée-là? Alors, je suis comme beaucoup de personnes de la classe moyenne camerounaise. Mes parents m'ont dit, excelle, fais tout, très bien, professionnellement, dans tes études, etc. Donne à ta communauté. C'était très important chez nous, c'est que tu n'excelles pas pour toi-même. Toi seul, il faut être au service des autres. Il faut être au service des autres, il faut être au service de la communauté. Pour mon père, il fallait être au service de l'Afrique même. Mais ne fais pas la politique. Ça, c'était la consigne. C'était à ne pas traverser l'interdiction, à ne surtout pas transgresser. Voilà, ne fais pas la politique. Écoutez, c'est les parents qui ont vécu les indépendances. L'indépendance, c'était brutal. Je me rappelle bien, chaque fois qu'on traversait Konsamba, parce qu'on partait toujours en congé au village, et mes parents, à chaque fois, nous racontaient l'histoire de comment... quand ils n'étaient pas encore mariés, ils étaient encore en train de faire connaissance. Ils ont traversé Konsamba et ils ont vu des têtes sur la place publique. À l'époque de la lutte pour les indépendances. Pour les indépendances. Donc pour mes parents, c'était ça, la politique. Et pourquoi vous choisissez le SDF quand même? Même quand vous décidez de transgresser la ligne rouge, pourquoi le choix du SDF? Le choix du SDF, comme vous dites déjà, le SDF était pour moi le parti qui s'était positionné clairement pour un idéal autre que ce qui était le Cameroun de l'époque. Et je suis aussi idéologiquement quelqu'un qui croit au peuple, quelqu'un qui croit en la capacité collective de prendre les bonnes décisions. Et donc, il me semblait la bonne direction à prendre. Alors tout de suite, nous allons donner la parole à ceux qui vous côtoient au quotidien pour qu'ils nous parlent de vous, nous disent quel genre de personne est-ce que vous êtes. Certainement, ils parleront de vous comme les téléspectateurs ne vous connaissent sûrement pas. Alors nous avons donné la parole à quelques proches de Edith Kawala. Tout de suite, c'est Incursion. Elle est excellente. Elle est très attachante et prend soin de sa famille très bien. Tout ce qui concerne le bien-être de sa famille, vraiment, elle est au centre. Dans ma famille, tout le monde vient vers elle pour demander des orientations, je vais dire, ou bien justement pour causer et rire. Moi, on connaît Madame Wala dans ma famille comme quelqu'un qui sourit beaucoup, qui donne beaucoup d'énergie, la force d'avancer dans tout ce que nous faisons. En tant que patron, elle est quelqu'un d'assez challenging, c'est-à-dire qu'elle te pousse à bout, elle te pousse
à ressortir le meilleur de toi, à te surpasser. Ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est qu'elle est professionnelle. Ça voudrait dire qu'elle aime le travail de qualité et d'excellence. Un autre point avec K, elle est endurante. Ça voudrait dire qu'elle ne laisse pas tomber. Donc, quand un objectif n'est pas atteint avec elle, elle se dit, tu peux encore y aller. Elle est plus qu'une patronne. Elle est d'abord pour nous les autres, elle est mère. Parce qu'à part de problèmes de l'entreprise ou de sollicitation, il y a des problèmes personnels qu'on la voit, même au-delà même du bureau. Parfois, elle cause... Elle entre même dans la vie privée, la situation de la famille. Je crois qu'elle n'aime pas la malhonnêteté. Qu'elle aime ce qui est authentique, ce qui est vrai. Elle aime des personnes vraies, elle aime la sincérité. Elle aime quand vous l'abordez en disant vraiment le fond de votre cœur. Elle n'aime pas les doubles personnes de manière générale. Donc vraiment, elle est quelqu'un de très honnête. En réalité, ce qu'elle pouvait améliorer, c'est... Elle est permanemment en déplacement. Permanemment en déplacement. Parfois, on a besoin d'elle parce qu'à un moment donné, on se rend compte qu'elle n'est pas à côté de nous. On a besoin d'elle. Souvent, elle a cette capacité à faire croire qu'elle n'a pas d'émotions, mais elle, en fait, c'est des émotions qu'elle garde. Elle a la capacité à sortir le meilleur de vous, quoi. J'aime la politique et j'ai eu la chance d'être au centre de tout ce qu'elle fait au quotidien, donc à la maison, au bureau et donc moi de manière naturelle j'étais dedans et j'ai commencé à m'intéresser apprendre à toutes ces choses-là. Sur le plan politique, je suis sûre que quand elle va regarder, elle va rire. Moi, je suis vraiment zéro, quoi. Parce que quand j'aborde, quand je viens maintenant, notre relation a tellement évolué qu'elle est maintenant comme un mentor, comme une mère. Donc, quand j'aborde même la politique avec elle, c'est toujours lié à son ressenti. Tu vois, quand j'aborde, je vois des actions qu'elle fait, je viens toujours vers elle en disant que là, tu as fait quelque chose qui m'a touchée. Elle est exceptionnelle, c'est-à-dire elle parvient à gérer tout ça. Et des fois même, on se demande comment elle parvient à s'en sortir entre les tâches de l'entreprise et ses responsabilités politiques. Va de l'avant. Le message que je reçois de la famille pour toi, c'est de l'amour. Le message d'amour, tout le monde veut te soutenir, tout le monde te soutient et on te souhaite bonne chance. Alors Kawala, en gros, vous êtes toujours souriante. En politique, c'est pas un peu rare. Vous pensez que vous souriez, mais vous avez quand même des prises de position qui sont assez tranchées. Quand vous soutenez une idée, vous êtes très tranchée, mais vous êtes toujours souriante. Pourquoi est-ce que c'est important? Écoutez, je dis toujours que le sourire, je ne peux pas prendre le mérite. Je l'ai hérité. J'ai eu un père qui souriait tout le temps, mais je trouve que c'est très utile. D'une part, même quand les choses sont très sérieuses, sont très importantes, je crois qu'il est important de les... d'alléger un tout petit peu, d'y mettre... Et de comprendre que je peux, pour moi aujourd'hui, par exemple, là, le changement au Cameroun, c'est une obsession pratiquement. Et parfois, je suis impatiente et je me dis, il faut qu'on fasse ça. Et je crois que le sourire te permet de savoir que tu as 52 ans, le Cameroun existe bien avant toi, il existerait après toi, et donc... de relativiser un peu tout ça. Voilà, de relativiser. Voilà, le sourire permet de relativiser. Et l'autre pan de votre personnalité qui ressort aussi là, c'est que quand vous avez une idée en tête, vous vous donnez les moyens pour accomplir votre projet. À un moment donné, même vous oubliez tout ce qu'il y a dans votre entourage. Cet engagement-là, où est-ce qu'il va s'arrêter? Je ne pense pas qu'il va s'arrêter. Je vous ai parlé tout à l'heure de mes grandes-mères et je crois que c'est les premières personnes qui m'ont appris qu'il n'y a pas de limite. Pour elles, quand tu disais là je ne peux pas faire ça, etc., elles te regardaient et disaient pourquoi? Pourquoi? Si c'est ça que tu as envie de faire,
donne-toi les moyens de le faire. Et j'ai eu des parents qui sont allés dans le même sens. Et j'ai découvert que dans la vie, il y a beaucoup de ça. Il n'y a pas tellement de limites. C'est beaucoup plus ce que nous sommes capables de donner ou d'endurer pour atteindre nos objectifs. De donner, d'endurer, d'apprendre, d'ouvrir les yeux et voir. Et ça nous permet donc, aujourd'hui, bien sûr, j'ai un objectif qui est celui de gérer le Cameroun. Je suis très certaine que quand j'aurai fini de faire ça, parce que je serai une présidente qui va limiter son temps au pouvoir, il y aura un autre challenge devant moi que je trouverai important, passionnant. Parlant de cette envie de diriger le Cameroun là, vous décidez en 2010 de sillonner les villes du pays pour encourager les jeunes et les femmes à se présenter à l'élection présidentielle. Vous vous présentez en 2011. Quel est votre objectif majeur lorsque vous décidez de vous présenter? Quel est votre but? Mon but est de gagner. En 2011, je suis persuadée, en 2010, comme vous avez dit, j'ai commencé. Il faut dire que j'avais une équipe et on y pensait un peu quelques années avant. On est persuadé, je ne suis pas seule, on est persuadé que si les jeunes s'y mettent, si les femmes s'y mettent, et que si on amène les Camerounais à se dire qu'on peut changer quelque chose, on a la capacité de gagner cette élection. Mais Kawala, vous décidez de vous présenter sous la bannière du CPP, le nom du SDF dans lequel vous militez depuis une quinzaine d'années, que vous soutenez d'une manière ou d'une autre depuis plus de 15 ans. Pourquoi vous quittez le SDF? Qu'est-ce qui se passe réellement à ce moment-là? Pourquoi la rupture? Justement, je crois au changement. Moi, j'entre en politique formellement. Comme vous dites, je soutiens le SDF, mais ce n'est qu'en 2007 que je prends une carte de militante. Et j'y crois. Et je crois jusqu'à ce jour que le Cameroun est capable, nous sommes capables en tant que peuple de prendre notre destin en main et de faire un revirement. Hein, la médiocrité, la saleté, tout ce qu'il y a aujourd'hui, je suis persuadée qu'au fond, ce n'est pas nous. Et que nous sommes capables de construire un autre Cameroun. J'entre dans le SDF dans cette ambition-là. Persuadée, quand j'entre dans le SDF, je n'ai pas tellement une ambition de front office, d'être la leader. Je me dis qu'il y a des leaders et qu'ils ont besoin d'appui en back-office, d'appui notamment en stratégie, ce que je sais faire. Je suis déçue, après 3 ans, de découvrir que les leaders tergiversent. Ça ne va pas à votre rythme, ça ne va pas assez vite pour vous. Voilà, ça ne va pas assez vite. Et puis surtout, il y a des incohérences pour moi. Vous vous rappelez, en 2010... Le SDF, par exemple, demande aux électeurs de ne pas s'inscrire sur la liste, aux Camerounais de ne pas s'inscrire sur la liste électorale. Non, il demande ni de ne pas s'inscrire, ni de s'inscrire. Alors, le SDF est neutre pour un parti politique. Je dis stratégiquement, à 1 an d'une élection, ça veut dire que vous ne voulez pas gagner. Mais peut-être que le SDF préfère jouer la carte du taux de participation parce que, en fait, aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les Camerounais sont prêts dans leur façon de vivre, dans leur façon de faire au changement? Est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont prêts? J'ai l'impression, j'ai même la certitude qu'ils sont prêts. Maintenant, aujourd'hui, je suis aussi certaine que ce changement viendra difficilement par les élections. Les Camerounais ne croient pas aux élections. Ne croient pas aux élections qui sont entre les mains du régime actuel. Je peux vous dire qu'en 2011, selon un certain nombre de critères, j'étais la candidate la plus populaire. J'avais les plus grandes foules. Mais voilà, ça faisait à peine 3 ans que les Camerounais vous connaissaient. Oui. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez cru qu'ils pouvaient vous élire dès le premier tour? Oui. Mais qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent qu'il faut, par exemple, que l'opposition au Cameroun, ça marche ailleurs, ça marche ailleurs, par exemple, apprennent à avoir un seul candidat unique? Qu'est-ce que vous pensez de cette option? Alors, je vais revenir à cette question, mais je voulais juste dire que j'étais le tour par lequel je savais que j'allais perdre l'élection, c'est la veille. Quand je fais à Mokolo, à Yaoundé, l'un des plus grands meetings de la campagne. Il y avait du monde à perte de vue.
Ça m'a pris 4 heures pour sortir de la voiture, tellement la foule était en effervescence. Quand je grimpe sur l'estrade, à un moment donné, sur cette foule de milliers de personnes, je demande combien d'entre vous ont une carte électorale. Moins de 100 personnes lèvent le doigt. Donc la popularité, c'est pas forcément ne gagne pas une élection je viens alors à la candidature unique de l'opposition. Je pense qu'il faut faire attention. Les Camerounais voient les candidatures uniques sans voir les autres aspects. Si nous prenons par exemple le Sénégal, qui est un très bel exemple, l'opposition ne s'est pas assis pour choisir Macky Sall. Exactement. Non. Le peuple sénégalais s'est battu pour avoir des bonnes élections, parmi lesquelles un des facteurs, c'est l'élection à 2 tours. Et c'est le 2e tour. Il y avait d'ailleurs une coalition de l'opposition dont Macky Sall ne faisait pas partie. Il ne faisait pas partie, mais il a gagné le 1er tour. Et c'est ça. C'est pour ça que les Camerounais doivent se battre aujourd'hui. Les Camerounais doivent se battre. Les listes électorales, déjà. Quels sont les éléments? Ce pourquoi les Camerounais doivent se battre pour nous aujourd'hui, c'est une véritable transition politique. On doit faire stop en tant que nation. On doit réécrire notre constitution. On doit reformer le système électoral. Et puis, on doit s'inscrire et faire de belles élections. Ça veut dire que vous êtes pour l'anticipation des élections de 2018, par exemple? Pas du tout. L'anticipation des élections de 2018 ne sert que à maintenir M. Biya au pouvoir. Vous serez candidat en 2018? C'est le premier indicateur que rien ne va. Quand un seul individu décide de quand il y aura élection, nous sommes 23 millions de Camerounais. Nos élections nous appartiennent. Quand il y a une seule personne qui décide sans nous demander, ça ne va pas. Donc, s'il faut anticiper, il faut un référendum, par exemple? Par quelle voie? Il faut... C'est sans condition. Non, anticiper, pourquoi? Parce qu'il faut le changement. Pour espérer qu'il y ait un changement. Pour avoir un changement, nous avons besoin... La fondation du Cameroun est pourrie. Les élections, ce n'est qu'un mur. Est-ce que vous serez candidate en 2018? Si on n'a pas refait la fondation, ne nous trompez pas avec un mur que vous avez peint sur une fondation pourrie. 2018, vous y pensez? Vous serez candidate, vous savez déjà? Les prochaines élections, quel que soit le moment où elles auront lieu, nous allons, bien sûr, en tant que CPP, prendre une décision. Notre priorité actuelle, c'est la transition politique. Maintenant, si on fait transition politique dès demain et qu'on anticipe les élections, parfait. Alors, chers téléspectateurs, on va à présent feuilleter avec Mme Kawala quelques photos, quelques instants qu'elle a captés comme ça parmi les tonnes de photos qu'elle a pour qu'on puisse les partager avec vous. Tout de suite, c'est photographies de vie. Alors, Kawala, est-ce que vous pouvez nous commenter cette photo? C'est à quelle occasion, celle-ci? Un moment familial? Oui, c'est un moment familial, c'est un moment triste. Parce que c'est l'enterrement de mon père, mais c'est un moment aussi très fort pour nous. Moi, j'ai une famille qui est éparpillée un peu partout dans le monde, donc même à des moments tristes, on a cette joie de se retrouver. Mon père était un pilier pour nous tous. Là, vous voyez tous ces petits-enfants à qui il était très attaché et qui sont tous venus pour son enterrement. C'est vrai que Edna a parlé de la famille, mais la famille, elle, comment elle perçoit votre engagement politique? Est-ce que dans les conversations familiales, Kawala, président de la République du Cameroun, est-ce qu'ils intègrent ça? Est-ce que les membres de la famille intègrent? Oui, ils sont prêts. Hein? J'ai des petits-enfants, donc des enfants de mes filles qui disent « Madame la Présidente, quand tu vas gérer le pays, etc. » Donc, eux, ils intègrent. Ma famille a eu très peur au début. Tout le monde a peur. Donc, quand un membre de la famille s'engage dans l'opposition camerounaise, mais elle a aussi compris que c'est ce que j'avais besoin de faire. À un moment donné, ils ont estimé que le pays avait besoin de moi
que je fasse ça. Donc aujourd'hui, c'est une de mes forces. Hein. Vous avez entendu Edna dire, je vais dans la famille, je puise l'amour et la force nécessaire. Et là, c'est à quelle occasion? C'est la stratégie, avec l'équipe de stratégie. Là, c'est l'équipe de stratégie. Nous avons fêté nos 20 ans l'année dernière, 2015. Voilà. Donc le secret est de déléguer au maximum quand on est chef d'entreprise et quand on est pris par plusieurs casquettes. Déléguer, oser et rester au top de sa profession. Et ici, Kawala, vous êtes à l'extrême nord du Cameroun, c'est bien ça? Je suis à l'extrême nord. J'ai été déjà en 2011 complètement émue par la réception que j'ai eue dans l'extrême nord du Cameroun. Je ne m'y attendais pas du tout. Là, je suis en train de communier avec les femmes. Nous avons eu des moments vraiment extraordinaires. Et là? Avec maman? Oui, là, c'est ma mère. C'est il y a quelques années, avant qu'elle ne passe. Le côté, avant qu'elle ne passe, paix à son âme, le côté que vous avez le plus tiré d'elle, c'est lequel? C'est le côté de décider de quelque chose et de le faire, absolument. Ma mère ne s'arrêtait devant rien du tout. Aucun obstacle. Aucun obstacle. On sait qui vous tient. Voilà. Wangari Maathai. Wangari Maathai. Sa photo est très bien positionnée sur la route qui va dans vos bureaux à stratégie. Oui. C'est un modèle pour vous. Un très grand modèle pour moi. Et là, j'ai eu l'opportunité de la voir. Et elle a été de beaucoup pour mes décisions, parmi lesquelles candidature à la présidence, parce que elle m'a vue comme ça, elle ne me connaissait pas du tout. Et elle s'est rapprochée de moi et elle m'a dit, ma fille, vas-y, tu es prête. Je ne sais pas à quoi tu penses, mais je sens que tu te retiens, enlève les barrières et vas-y. Alors Kawala, on va une question avant de passer à la prochaine rubrique. Dans quel courant est-ce qu'on peut placer votre engagement politique? On a la droite, on a l'extrême droite, on a l'extrême gauche, ces notions qui nous viennent d'ailleurs. Mais vous, s'il fallait, il y a des socialistes même en Afrique, s'il fallait vous définir un courant politique, ce serait lequel? Nous avons aussi beaucoup de mal avec ces labels au CPP, sur le plan international, parce qu'on est en contact avec d'autres partis politiques, etc. Donc, sur le plan international, on est placé social-démocrate. Maintenant, nous, on dit oui, mais. Oui, mais une démocratie qui puise dans les traditions africaines. Une démocratie qui est propre à nous. Mais ça, c'est un débat qu'on a éternellement, puisqu'on a l'impression qu'on organise des élections en Afrique, mais nos chefs ne veulent pas bouger. Quand ils veulent se justifier, on dit non, c'est la tradition bantou, veut qu'on ait les chefs éternels. Est-ce que puiser dans notre tradition ne pourrait justement pas amener à ce genre d'argument? À utiliser ce genre d'argument? Rester au pouvoir éternellement, parce que chez nous, les chefs, ils meurent. Voilà, ils meurent au pouvoir. Justement, je crois que c'est déjà un des problèmes que nous avons, c'est que nous ne connaissons pas notre histoire et notre culture. Le chef bantou ne reste pas au pouvoir jusqu'à la mort s'il fait du n'importe quoi. S'il fait du n'importe quoi, le chef, la chefferie est divisée justement en 3 branches de ce qu'on appelle la démocratie. Il y a la justice, il y a la législature, il y a le chef. Et le chef n'est que l'exécutant. Et surtout chez nous, dans le Nord-Ouest, quand le chef n'exécute pas, on s'occupe de lui. Donc, vraiment, vous pouvez dire que c'est la démocratie à outrance. Parce que... il faut rentrer dans notre histoire pour ne plus utiliser ce genre d'arguments. Il faut comprendre le fondement de notre gouvernance traditionnelle. Je ne dis pas qu'il faut tout garder. Absolument pas, il y a des choses qui sont vraiment dépassées, mais la démocratie n'est pas non plus importée. Nous, les Africains, on a été les premiers à créer des assemblées de femmes, des assemblées des jeunes, à concevoir une gouvernance où chacun... Voilà. Donc, alors, on va à présent continuer avec la série de photos. Cette fois, notre rubrique s'appelle En un mot. Et c'est un principe normalement qui est très simple. C'est que je vous montre une photo et vous me décrivez la personne qui se trouve en un seul mot. Mais je peux déjà vous rassurer que peu d'invités réussissent à passer l'examen. On espère que vous vous débrouillerez mieux. Alors, est-ce que vous êtes prête? Je vais m'essayer. En un mot, c'est tout de suite.
On va commencer par Ni John Froundi. On a parlé beaucoup de son parti politique dans cette émission, le tout premier dans lequel vous décidez de militer. Aujourd'hui, pour vous, s'il fallait le décrire en un mot. Je crois un peu déçu. Il est déçu? Je crois. Il aurait pu faire quoi? En 92, dans votre portrait, on a vu que vous étiez de ceux qui rédigeaient ces discours politiques à l'époque. Vous croyez, comme d'autres, qu'il aurait dû prendre son pouvoir à cette époque-là? Est-ce qu'il avait gagné? Je pense qu'il avait gagné. Il aurait pu se battre un peu plus, certains le pensent. D'autres estiment qu'il a mis l'unité nationale au-delà de ses intérêts personnels. Je pense que dans les deux cas, les gens sont en train de faire... Vous savez, en anglais, on dit que quand on regarde par le rétroviseur, c'est toujours la vision parfaite. Hein? J'étais au centre en ce moment-là. Ce n'était pas si clair que ça, ce qu'il fallait faire. Ce n'était pas si clair que ça, que les Camerounais étaient prêts à un affrontement du système. Ce n'était pas si clair. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, il devrait passer la main? Oui. On peut aussi passer la main à la tête d'un parti? Oui. Il devrait. Oui. Alors, la prochaine photo, Kawala, j'ai envie de dire son égal opposé. Oui. Paul Biya. Alors, si Froundi est déçu, Paul Biya est une déception. Moi, vous n'avez rien apporté au Cameroun? Moi, en 84, j'étais à Washington, D.C. Quand Biya est venu pour la première fois, on l'a accueilli avec un espoir, on sortait de l'époque d'Aïdjo, il avait dit quoi, rigueur, moralisation, etc. Il avait une conception de démocratie, on avait tellement d'espoir. Déception. Déception. 34 ans plus tard. John Goufoncha, je ne vous montre pas cette photo au hasard. Votre papa a travaillé pour lui. Il fait partie des anglophones, des ressortissants du Cameroun occidental, comme on l'appelait à l'époque, occidental, qui ont soutenu le ralliement au Cameroun. S'il fallait le décrire en un mot, ce serait lequel? Lui, il a regretté. C'est pas moi qui le dis, il l'a dit lui-même. Il a démissionné du RDPC en écrivant une lettre où il a regretté. Maintenant, moi, je ne pense pas qu'il avait tort. Je pense qu'on est une meilleure nation. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi une de ces photos, parce qu'aujourd'hui, le Cameroun est en train de traverser un moment assez compliqué de son histoire, où il se pose une question d'identité pour la zone anglophone, qui se demande où elle est, qui estime que les devoirs, ce qui avait été promis au moment de l'unification n'a pas été respecté. Vous l'avez dit dès le départ de cette émission, il y a quelques points. Pour vous, quel est le véritable problème aujourd'hui? C'est vrai, on n'a pas harmonisé les tests, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de cette crise? Aujourd'hui, pour sortir... Mesures immédiates à prendre, oui. si vous étiez à la place de Paul Biya. Je vous dis tout de suite, mesures immédiates à prendre. Vraiment pour Paul Biya, il démissionne parce qu'il n'a pas la crédibilité pour mener ce processus. Il démissionne et il nous laisse dans la transition politique. Dialogue national, on parle vraiment de qu'est-ce que ça veut dire être une nation bilingue, biculturelle, bijuridique. Et ce n'est pas la seule définition que nous avons à faire. Je vous ai dit que je crois en nos traditions. On a 250 au Cameroun. Nous avons besoin de les regarder, de puiser là-dedans et de dire qu'est-ce qu'on intègre dans la culture nationale. Qu'est-ce que ça veut dire être Camerounais? Mais aujourd'hui, les discours sécessionnistes, Kawala, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a besoin de se séparer? Est-ce qu'on a besoin d'un État fédéral? Quelle est pour vous la solution idéale? Est-ce qu'on doit rester unis en essayant de résoudre ce problème? Il faut donner l'opportunité au Camerounais de s'autodéfinir. On n'a jamais eu ce moment-là. Dans quel cadre? Quel est le cadre idéal? Le cadre idéal, c'est celui de la transition politique. Une transition gérée pas par des politiques. Donc, ce n'est pas une transition où c'est Kawala qui gère, ou bien c'est Froundi, ou je ne sais qui. C'est une transition qui est gérée par un gouvernement de personnes qui ont une autorité morale, qui ont une technicité et qui vont nous permettre de faire les débats où ça nous permet de réécrire la Constitution. De faire les débats où on décide qu'est-ce que ça veut dire être bilingue. Qu'est-ce que ça veut dire autochtone, allogène. Est-ce que vous pensez que la question anglophone aujourd'hui est différente de la question que pourrait se poser le citoyen lambda qui n'a pas accès à l'eau, qui n'a pas accès à l'électricité, qui n'a pas accès aux droits les plus minimums qui puissent exister? Est-ce que vous pensez qu'elle est différente, cette question? Est-ce que ce n'est pas un problème général des Camerounais?
elle est absolument différente. Alors, l'eau, l'électricité, la santé, c'est le problème de tous les Camerounais, y compris des anglophones. En plus de cela, l'anglophone, lui, à Moya ou à Bamenda, entre dans un tribunal et trouve un juge qui ne parle pas un traître mot d'anglais. L'anglophone, lui, le commerçant anglophone, va remplir la fiche pour payer ses impôts en cambé et il trouve que cette fiche est en français. Donc, il y a un problème supplémentaire et il y a une histoire. Il y a eu la réunification. En un mot, on va poursuivre avec Hillary Clinton, s'il fallait la décrire en un mot. Je pense qu'elle aussi doit être très déçue en ce moment. Je pense qu'elle a donné beaucoup aux Américains, beaucoup, pendant toute sa vie. Et que ce n'est pas le fait de perdre la dernière élection présidentielle, mais de perdre contre Trump. Donc vous trouvez, je crois que ça doit lui faire très mal. Barack Obama. Barack Obama, je crois que lui a fait vraiment de son mieux pour remplir ses promesses. N'oublions pas que ces promesses, ce n'était pas notre vision. Hein. Les gens ont créé un Barack Obama dans leur esprit. J'entendais les Africains dire, voilà, il va aimer l'Afrique, etc. Sa franchise envers les chefs d'État africains, ces discours, est-ce que vous les soutenez, vous les comprenez? Je les comprends, mais honnêtement, Obama n'est pas un proche de l'Afrique. Et nous, on doit comprendre, ce n'était pas le président des Africains, c'était le président des Américains, et on n'était pas sur son agenda. Qu'on l'aime ou pas, c'est autre chose, mais on n'était pas sur son agenda. On ne peut pas le juger par l'Afrique. Une question avant de passer à notre dernière rubrique de cette émission, Face au miroir. Kawala, aujourd'hui, si vous êtes élu président de la République du Cameroun, s'il y a 3 décisions majeures à prendre pour vos 100 premiers jours, ce seraient lesquelles? Alors, première des choses, reprendre notre pouvoir en tant que peuple, donc c'est-à-dire asseoir notre démocratie, créer la culture où le fonctionnaire est au service du citoyen. Faire comprendre à un ministre que quand on a une feuille de route, on décide que vous allez construire X nombre d'écoles, les moyens pour construire X nombre d'écoles ont été mis en place, vous ne l'avez pas fait, vous êtes viré, monsieur. Vous n'avez pas rendu les services aux Camerounais. Deuxième élément, occuper notre place économique. Le Cameroun est un pays riche et un pays géostratégique et un pays qui est capable de créer des centaines de milliers de millions d'emplois est capable d'être le moteur économique de l'Afrique centrale. Se donner les moyens de faire tout cela. Et la troisième chose, c'est lié d'ailleurs à la première, je suis pour une forme d'État très décentralisé. On pourrait parler de fédéralisme, mais pas un fédéralisme à 2 États. Je ne suis pas d'accord là-dessus. Un fédéralisme qui s'assure que les ressources quittent le niveau central, vont à la base. Le Camerounais moyen peut avoir une route, il peut avoir l'eau, il peut envoyer son enfant à l'école. Alors, merci Kawala. On va à présent passer à la dernière rubrique de cette émission, Face au miroir. Vous répondrez à 5 questions, juste par un oui ou par un non. Aucun développement n'est permis. Oh, wow. Mesdames et messieurs, c'est Face au miroir. Alors, Kawala, avez-vous déjà utilisé votre nom pour obtenir des passe-droits, genre être servi avant? Non. Avez-vous déjà participé à une quelconque rencontre visant la déstabilisation du Cameroun depuis l'extérieur? Non. Serez-vous capable de soutenir un soulèvement populaire contre Paul Biya? Oui. Accepteriez-vous d'occuper une fonction ministérielle au Cameroun si l'offre vous en est faite? Dans le régime Biya, non. C'est juste oui ou non. Serez-vous prête à vous écarter pour laisser la place à une candidature unique de l'opposition pour la présidentielle de 2018? Oui.
Alors Kawala, quelle peut être la condition pour que vous laissiez votre place pour soutenir un candidat de l'opposition unique? Quelle est la condition majeure, s'il y a une seule? Un accord sur la vision de comment on va gérer le Cameroun. Vous ne pourrez jamais être ministre sous Biya? Non, jamais. Edith Kawala, nous étions très heureux de vous avoir sur ce plateau aujourd'hui. Merci, tout le plaisir était le mien. Alors avant de nous quitter, j'aimerais que vous nous dites un peu quelle est votre pensée majeure qui vous suit au quotidien. S'il y a une pensée, une citation, une phrase ou une idée qui vous booste, qui vous donne de l'énergie lorsque vous êtes au plus mal, au plus bas, c'est laquelle? Thomas Sankara, il faut être suffisamment fou pour oser inventer l'avenir. Voilà qui est clair. Mesdames et messieurs, c'est avec cette belle pensée de Thomas Sankara que nous mettons fin à cette édition de Elle se raconte. Nous étions en compagnie d'Edith Kawala, elle est femme politique camerounaise, candidate à l'élection présidentielle de 2011 et chef d'entreprise. Nous espérons que vous savez désormais qui elle est vraiment. Merci à toute l'équipe de production. Vous pouvez rester en contact avec nous sur les réseaux sociaux. Pour nous écrire, une seule adresse, elleseraconte@voxafrica.com. Je vous retrouve très prochainement.